ce sont des moments où on crée des alliances et où on prend des engagements. Tout ça, ça s'organise, ça s'anticipe, sinon on se paye de mots. Sinon, on a des grands discours, on se parle entre nous, on se fait plaisir, mais quand on met en œuvre concrètement, on se rend compte que c'est difficile. Nous avons pris l'engagement au printemps 2019 d'avoir 30% de protection et 10% de protection forte. Ceci à horizon 2027. Sur les 30%, je vous le dis tout de suite, la loi est passée et nous y serons en 2022. Ce qu'on reproche au président de la République, c'est le fait que quand il est dans des sommets de cette nature-là, que ce soit le sommet actuel de l'UICN ou que ce soit le One Planet Summit, parallèlement à ses discours, sa politique libérale continue et on est toujours dans des orientations de démantèlement du service public et du service public en charge de l'environnement. Je déclare maintenant ouvert le congrès de l'UICN à Marseille. Bons travaux! How dare you? Make our planet great again. C'est la rentrée pour les politiques, la rentrée d'Emmanuel Macron et le retour des grandes messes diplomatiques et des sommets. Pour cette nouvelle rentrée, Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille 3 jours. Pour ce séjour exceptionnellement long, pour un déplacement présidentiel en métropole, il a consacré sa dernière journée à l'écologie, à l'occasion du Congrès mondial de la nature de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui se tient dans la cité phocéenne du 3 au 11 septembre. À l'occasion de ce nouveau sommet, célébré lors de la cérémonie d'ouverture par un discours du président de la République, Emmanuel Macron a eu l'opportunité de dire ô combien l'écologie c'est important et de rappeler ses engagements ainsi que d'en faire de nouveaux. Nous allons porter d'ici à 2027 ce 0,2% de protection forte à 5% de protection forte de notre Méditerranée en 2027. Juste pour rappel, pour qu'on comprenne bien dans quoi on se situe, 2 jours avant le sommet, la ministre de la Transition écologique réagissait au dernier rapport du GIEC lors d'une conférence de presse en disant ceci. Ce premier bilan, 6 ans après l'accord de Paris, est amer. Nous allons atteindre les plus 1,5 degrés 10 ans plus tôt que prévu, dès le début des années 2030. Il y a quelque chose de proprement abyssal à contempler, ainsi collecter, compiler, rassembler les conséquences de 2 siècles de l'influence de l'homme sur la planète. Et devant cela, on pourrait être tenté de dire « bon alors tant pis, c'est fichu, c'est fini ». Mais nous ne pouvons pas nous y résoudre. Et pour y arriver, nous connaissons la solution. Sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Ok, eh bien qu'est-ce qu'on attend? Bon, et sinon, le lendemain, donc la veille de l'ouverture du sommet, voici un exemple de ce à quoi ressemble la politique écologique de la France qui, le 2 septembre, détruit des parcelles de jardins ouvriers qui ont une grande valeur écologique pour en faire un solarium. Et voilà la politique du gouvernement vis-à-vis des écologistes. Mais on n'est plus à une contradiction près. Et grâce au discours grandiloquent, le Congrès mondial de l'UICN est l'occasion pour des responsables politiques d'apparaître bien verts. Qu'est-ce que l'UICN et qu'est-ce que ce sommet de la nature considéré par beaucoup comme l'événement environnemental le plus important au monde? L'UICN est l'une des plus importantes ONG dédiées à la conservation de la nature. Elle est particulièrement connue parce qu'elle établit la fameuse liste rouge. Vous savez, la liste qui évalue et classe les espèces les plus menacées. La liste rouge, créée en 1964, constitue l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation global des espèces animales et végétales. C'est sans doute la source la plus fiable sur les dangers d'extinction à l'échelle planétaire. C'est évidemment précieux, parce que la liste de l'UICN est un indicateur de l'état de la biodiversité. C'est grâce à cet état des lieux qu'on sait avec certitude quelle espèce risque de disparaître ou a disparu. Grâce à l'UICN, on sait qu'une espèce de mammifère sur 4, un oiseau sur 7, un amphibien sur 3 et un tiers des espèces de conifères risquent l'extinction. À Marseille, lors du sommet, l'UICN a présenté la nouvelle version actualisée de la liste rouge avec de nouvelles espèces qui rejoignent malheureusement les niveaux d'alerte les plus inquiétants. Cette liste rouge comprend désormais 138 374 espèces, dont 38 543 menacées d'extinction. On y trouve des espèces emblématiques comme les dragons de Komodo, le plus grand lézard au monde, dont le statut est passé de vulnérable à en danger. On y découvre aussi des requins et des raies, dont 37% des 1200 espèces étudiées sont menacées. Mais quel est ce congrès mondial de la nature de l'UICN? C'est un événement organisé normalement tous les 4 ans. Il devait se tenir d'ailleurs l'année dernière, mais avec la pandémie, il a été reporté plusieurs fois
Et en réalité, avec mon collègue Léo, qui d'ailleurs est en train de me cadrer, on a checké l'autre jour et ça fait même 2 ans qu'on est accrédité et qu'on attend. Donc pour vous dire à quel point on est patient. Ce sommet rassemble plusieurs milliers de représentants de gouvernements, d'entreprises, d'ONG pour discuter des politiques de protection de la biodiversité. C'est en réalité une répétition générale à la COP15 biodiversité, c'est-à-dire de la 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, une conférence sous mandat de l'ONU qui se tient à Kunming, en Chine, en octobre. Les COP pour le climat sont plus connus. On se souvient évidemment de la COP 21 à Paris. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Niveau grande messe internationale, les COP biodiversité n'ont pas à rougir. Et selon les diplomates de l'écologie et du climat, la COP 15 devrait être à la biodiversité ce que la COP 21 était au climat, avec la conclusion d'un accord international de protection de l'environnement. Voilà de quoi il est question à Marseille. Une sorte de pré-COP, comme me l'a dit un représentant de l'Élysée. L'objectif de la COP 15 est d'organiser la mise sous cloche de 30% de la biodiversité mondiale. Un objectif qu'Emmanuel Macron promet de suivre en France, notamment via les parcs nationaux. Et à Marseille, il a annoncé vouloir étendre cette stratégie dans les eaux méditerranéennes françaises. L'occasion de se pavaner dans les Calanques, un parc national pour montrer son intérêt pour la mer. Bon, surtout pour sa communication, on ne va pas se mentir, les photos en mer, ça fait bien. D'ailleurs, on voulait l'accompagner, mais on n'a pas eu l'accréditation. L'Élysée quadrille totalement la sortie avec des journalistes dans un pool. C'est mieux pour contrôler l'image du président. Bref. Sinon, voici ce qu'il a dit à ce sujet aux journalistes lors de sa visite. C'est une multiplication par 25 des aires maritimes à très forte protection. Ces aires maritimes naturelles aujourd'hui à très forte protection, c'est un choix qui est important parce que ça veut dire que ce sont des espaces où on ne fait plus de pêche, etc. On a négocié tous ces derniers mois et je veux remercier en particulier nos pêcheurs parce qu'on a trouvé la bonne organisation. 5%, ça ne va pas révolutionner, mais c'est un vrai choix d'organisation qu'on a fait avec eux, avec toutes les parties prenantes. Mais nous allons pouvoir multiplier par 25 ces aires maritimes très fortement protégées en Méditerranée, ce qui crédibilise notre engagement. La France va organiser dans les prochains mois ce que nous avons fait pour la biodiversité en début d'année, c'est-à-dire un One Ocean Summit, qui va consister à mettre les scientifiques, les acteurs économiques, les acteurs régionaux et les Nations Unies autour de la table pour pouvoir lancer des initiatives en matière de recherche, en matière de juridiction internationale et essayer aussi de bâtir, de compléter, si je puis dire, le droit international qui nous permettra de protéger cet espace. 30% d'aires protégées, qu'est-ce que cela implique réellement ? Pour comprendre, écoutez ce que nous dit Patrick Saint-Léger du Syndicat national de l'environnement à propos des promesses présidentielles. On est dans une configuration où il affiche des objectifs. Et nous, la question qu'on lui pose, c'est mais avec quels moyens pensez-vous qu'on va obtenir ces objectifs ? Sachant que depuis 10 ans, les effectifs du ministère sont en baisse et que si on veut atteindre les objectifs, il va falloir bien qu'il s'appuie sur le savoir-faire, sur la capacité à faire de son service public de l'environnement. Obtenir ces objectifs, aller jusqu'à 5% d'aires marines protégées fortes, notamment en Méditerranée, ça veut dire qu'il faut des gens pour conseiller, pour guider, pour connaître aussi, évaluer, mais aussi pour réguler, de la police. La question, c'est sur qui on va s'appuyer pour arriver à 5% d'aires marines protégées fortes sur le littoral méditerranéen. J'identifie spontanément 2 types d'acteurs majeurs. L'OFB, qui est en charge des parcs naturels marins et donc une partie des aires marines protégées. Et la situation à l'OFB aujourd'hui, c'est annoncé par Bérangère Abba comme une victoire, le fait qu'on ne réduira pas les effectifs. On n'en créera pas, mais on ne les réduira pas. C'est-à-dire que si on veut se donner les moyens de créer de nouvelles aires protégées avec des gens pour mettre en place, pour gérer, pour réguler, c'est-à-dire les aspects de police, ça se fera au détriment d'autres services existants au sein de l'OFB pour aller alimenter ces aires marines protégées, comme on l'a connu en 2021. Ou alors, ça s'appuie sur des collectivités. Ça peut exister. On a un exemple du côté de d'Agde et du Cap d'Agde. Sauf que quand ça émerge sur une collectivité, c'est que les acteurs de l'État, les agences de l'eau, l'OFB, les services de l'État, se sont investis de façon à accompagner la collectivité pour la mettre sur des rails cohérents. Donc, dans tous les cas, on a bien besoin de services, d'établissements publics qui constituent le service public de l'environnement pour arriver à ces fins. On parle de secteur marin, donc on parle aussi de tout ce qui touche aux affaires maritimes. Or, que ce soit sur les opérateurs de la biodiversité, les parcs nationaux, l'OFB, qui est en charge des parcs naturels marins, les agences de l'eau qui conseillent et financent un certain nombre de projets, ou que ce soit du côté des affaires maritimes, on a eu des réductions d'effectifs
sur les 10 dernières années sans commune mesure. Et de ce point de vue-là, la mandature du président Macron a été sur une vitesse de réduction d'effectifs de l'ordre de 2,5% par an. Et donc, il a largement mis sa pierre à l'édifice sur le démantèlement du ministère en charge de la transition écologique. La ministre Barbara Pompili et Bérangère Abba ont annoncé la création de postes, d'une vingtaine de postes dans les parcs nationaux. Sauf que ce n'est pas du tout à la mesure de ce qu'on est en droit d'attendre. D'autant plus que la répartition des postes fait que ça vient principalement alimenter le tout jeune parc national de Forêt qui en a besoin et qui est encore loin d'avoir les moyens pour asseoir sa politique, et que le reste, c'est-à-dire 10 postes, vont se partager entre 10 parcs nationaux. L'un des parcs nationaux, le parc national des Calanques, se prenant une part majeure au regard des difficultés rencontrées cet été. Donc, on continue à voir sur des parcs historiques, comme par exemple le parc des Cévennes, qui va être renforcé à hauteur de à peine un poste, alors que entre 2010 et 2018, il a perdu près de 18 postes, près de 18 ETP, comme on dit. Donc, on n'est pas à la hauteur, on est juste dans du saupoudrage de l'émiettement. Sauf que derrière la traduction en acte, par exemple, c'est aussi la traduction en acte législatif. Et on voit bien que toutes les lois sont passées sous le coup des négociations avec les parties prenantes et les lobbies intervenants aussi, et que donc on arrive au bout du compte à des lois, puisqu'on passe du projet de loi aux lois, qui manquent d'ambition. Un ancien ministre, Nicolas Hulot, l'a qualifié de petits pas. Donc effectivement, on a un certain nombre de choses qui se mettent en place, mais qui relèvent en ordre de grandeur du petit pas. On va dans le bon sens, mais on est loin d'avoir le souffle ou l'ambition qu'il faudrait dans le délai rétréci qu'on a devant nous pour impulser véritablement un changement de paradigme. Et puis Emmanuel Macron reste avant tout un chantre du libéralisme et il agit en conséquence, et potentiellement libéralisme, mondialisation et croissance ne vont pas forcément de pair avec le changement de paradigme attendu en matière de dérèglement climatique ou d'effondrement de la biodiversité. En plus de tout ça, le syndicaliste soulève un dernier point. Penser qu'on peut protéger avec des zones de protection fortes en excluant les populations vivant dans ces zones-là depuis de très longues années, ça n'est juste pas possible. Et concernant ce dernier point, celui des populations, voici ce qu'en dit la ministre de la Transition écologique lors de l'ouverture du forum. Si on veut avancer vite, si on veut avancer fort, on doit avoir les populations avec nous. Et oui, sauf qu'en fait, cet objectif fixé par les grands dirigeants du monde, elle pose une question. Que deviennent les populations autochtones qui vivent dans les territoires protégés ? De nombreux peuples s'inquiètent, et alors que le président de la République fait son discours à Marseille, certains manifestaient dehors pour porter la voix des autochtones. Et puis, 30% d'aires protégées, ça ne résout pas tout. Au-delà de la question des moyens ou de la réalité du terrain, que fait-on des territoires non protégés ? Est-ce que protéger 30% des surfaces de la planète nous permet de bétonner allègrement les 70% restants ? Ces questions, elles, sont portées par des mouvements qui, eux, n'étaient pas au congrès de l'UICN. Il y a même eu un contre-sommet pour décoloniser la conservation de la nature. Écoutez ce que nous dit Fiore Longo, directrice de Survival International France. La nécessité de faire un contre-sommet vient du fait que les voix des peuples autochtones qui ont été et qui sont encore aujourd'hui expulsés de leur territoire au nom de la protection de la nature sont complètement ignorés ou silenciés. Ces peuples autochtones, les victimes de la conservation, ils ne sont pas invités à ce type de sommet, ils ne peuvent pas y accéder pour différentes raisons. Donc, c'était super important de faire voir qu'il y a par contre des critiques à la manière dans laquelle aujourd'hui on fait la protection de la nature, on fait la conservation de la nature. Au-delà de ça, le Congrès mondial de la nature, soutenu par des grandes multinationales et aussi par les gouvernements qui sont responsables de la crise climatique dans laquelle nous trouvons aujourd'hui, veut pousser et soutenir les projets de transformer les 30% de la surface de la Terre en aires protégées. Un projet que nous pensons va avoir un impact sur les droits de l'homme et sur l'accès à la terre de quasiment 300 millions de personnes parmi les plus vulnérables de la planète. Donc, il n'y a pas à l'intérieur de ce type de sommet, il y a vraiment très peu d'espace pour les critiques. Donc, c'était super important pour nous de faire un contre-congrès. Les projets, ce n'est pas de protéger les 30% de la planète, c'est de créer des aires protégées d'une manière que ça couvre les 30% de la Terre. Et c'est quelle la différence ? Que les aires protégées, ils sont des territoires dans lesquels les êtres humains ils vont être exclus de ces espaces. Donc, les gens qui habitent dans ces territoires, ils vont perdre l'accès à leur terre. Les aires protégées aujourd'hui en Afrique et en Asie,
Ils ne sont pas des endroits de rêve où il y a de la nature seulement, comme on pense. Ce sont des endroits militarisés où il y a des gardes protégés qui empêchent l'accès à leurs terres aux peuples autochtones. Or, il faut savoir que les peuples autochtones sont les meilleurs gardiens de la nature. Les 80% de la biodiversité se trouvent dans leurs terres. Donc, ces espaces que nous pensons vierges, ils ne sont pas vierges du tout. Ils ont été façonnés par des hommes et par des femmes qui ont pris soin de ces environnements. Donc, l'idée derrière les aires protégées, c'est de créer des espaces militarisés. On sort des natures vierges, qui dans la réalité n'existent pas, en expulsant les vrais gardiens de ces terres. Donc, pour nous, c'est absolument dangereux. En plus, ça a vraiment focalisé l'attention sur les conséquences des crises dont nous, on fait face, et pas dans les causes, les racines. Toutes ces solutions sont juste des solutions inefficaces, injustes et fausses, car ils ne s'attaquent pas aux vraies causes de la crise climatique et de la perte de la biodiversité. Or, on sait très bien que les causes de ces deux crises est due à la surexploitation des ressources et à la surconsommation des ressources qui est guidée par le Nord global. Donc, rien de tout ça va être résolu avec les 30%. Moi, je voudrais bien voir une convention sur la biodiversité qui attaque les compagnies multinationales qui détruisent l'environnement, l'exploitation des ressources, la surconsommation, et il n'y a rien de tout ça. Ce qu'il faudra faire, c'est de reconnaître les droits territoriaux de ces communautés locales et de ces peuples autochtones, parce qu'ils sont eux les personnes mieux placées pour les protéger. L'idée que pour la protéger, la nature et les êtres humains doivent être séparés, c'est une idée qui c'est vraiment qui ça fait sentir à l'aise à notre système économique, parce que comme ça, notre système économique, c'est dit tous les hommes ils détruisent la nature. Non, pas tous les hommes et toutes les femmes détruisent la nature. C'est juste un système économique bien précis qui détruit la nature. Pendant des générations, et moi je l'ai vu parmi les peuples autochtones, on peut très bien constater que les hommes et les femmes, ils n'ont pas détruit la nature, ils ont contribué, façonné à la richesse des environnements dont ils habitent. Les 80% de la biodiversité se trouve dans les territoires des peuples autochtones. On a trop les évidences scientifiques qui démontrent que dans les territoires autochtones, il y a moins de déforestation et que les territoires autochtones rejoignent les objectifs de conservation mieux que les soi-disant aires protégées. Donc, pourquoi pas reconnaître les droits des peuples autochtones à la place de créer des aires protégées? La nature vide, séparée des hommes, ça n'existe pas. Les environnements que nous pensons vierges, que nous pensons être sauvages, ils sont pas sauvages de tous, ont été façonnés par des peuples autochtones. On pense à l'Amazonie, on pense à Serengeti, à les forêts du bassin du Congo. Et il y a eu pendant des générations des hommes et des femmes, des peuples autochtones, qui ont fait des choses pour rendre ces écosystèmes riches. Alors voilà, on ne peut pas s'empêcher de rappeler que tout cela sert bien à la communication de l'Élysée, qui profite de ces événements pour se verdir. Mais bon, comme lorsqu'on avait couvert le One Planet Summit cet hiver, on ne peut s'empêcher de voir derrière toutes ces déclarations des discours qui cachent une réalité effrayante. Et ce n'est pas fini. On va y avoir régulièrement droit les mois qui viennent. D'ailleurs, voici ce que répond Emmanuel Macron à un journaliste qui lui pose cette question. Est-ce que ce genre de sommet est vraiment efficace? Écoutez, oui, on l'a vu pour le One Planet Summit. Vous savez, on parle de biodiversité. La clé, c'est la coopération européenne et internationale. Donc la France va porter l'agenda biodiversité au niveau européen. Et je le disais encore aux ONG, un pays seul n'est pas efficace et surtout ne peut pas avancer au bon rythme s'il est seul. En matière de transformation de notre modèle agricole, nous ne pouvons avancer que si la stratégie est européenne. Si la France avance seule, elle fait courir un risque à ses industriels ou à ses agriculteurs parce qu'elle crée des biais de concurrence. Finalement, effondrement de la biodiversité ou pas, une réalité nous rattrape en permanence quand il s'agit du discours présidentiel. Celle du business as usual, du capitalisme, de la loi du marché guidée par la concurrence. Et c'est bien cette concurrence et non les drames écologiques en cours qui guident la politique du président de la République. Il n'y a certainement rien à attendre de cette politique, même si Emmanuel Macron, lui, nous dit ceci. Ça ne va pas assez vite, ça doit aller encore plus vite, mais on fait des choses, ça bouge. Et on a des débuts de résultats, simplement, c'est des pratiques à bouger, il faut mépriser personne. Donc je pense qu'il y a une culture de l'action qui est parfois un peu plus radicale. Je pense aussi qu'il faut qu'on apprenne, par des rendez-vous réguliers, à savoir peut-être mieux nous dire nos accords et nos désaccords dans le respect mutuel. Mais j'aurais dit, je pense que tous ces sujets sont des sujets de transition. Les transitions, elles sont graduelles. Et le gradualisme n'est possible pour embarquer tout le monde que si on sait dire quand on bloque, mais si on sait reconnaître les pas faits dans la bonne direction. Sinon, on désespère tout le monde. Alors moi, je crois qu'on a besoin d'avoir un espoir raisonnable. C'est sûr, le président est fort en justification et pour se rassurer, mais on n'est pas tous aussi optimistes.
Plus de 12 000 soutiens sur notre pétition, plus de 1700 contributeurs sur Ulule. Vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter le projet d'une matinale alternative. Nous sommes des milliers à ne pas vouloir que le paysage médiatique ressemble à ça pour 2022. Ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. L'écologie, ça commence à bien faire ? Oh, ça commence pas, ça fait un petit moment. On n'a aucun devoir d'accueillir le moindre Afghan. Le gilet jaune est magique. Il peut transformer n'importe quelle endive en Che Guevara des ronds-points. Aidez-nous à créer une émission quotidienne et engagée. Rejoignez-nous en contribuant sur Ulule.